che vam dire començar. Daunes emestes Adichat Monde, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce complexe culturel château et médiathèque d'Est, qui est donc le siège régional de l'Inoc-Aquitaine, pour ce premier séminaire annuel en ethnomusicologie de la France, un séminaire qu'avec la direction du pilotage de la recherche et de la politique scientifique du ministère de la Culture, nous souhaitons voir s'inscrire dans la durée, afin d'offrir un temps de rencontre à l'ensemble des acteurs, des chercheurs attachés au domaine des musiques et danses traditionnelles du domaine français. Je souhaite à cet égard tout particulièrement remercier Christian Autin qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour cette première. Christian Autin qui a suggéré cette dimension scientifique et musicale dans le projet d'Ethnopole de l'Inoc-Aquitaine, apportant ainsi le soutien du ministère à la recherche en ethnomusicologie de la France. Je remercie également très chaleureusement le CIRIEF, donc le Centre international de recherche interdisciplinaire en ethnomusicologie de la France, son président Luc Charles Dominique, pour son aide et son soutien dans l'organisation de cette rencontre, qui s'inscrit dans le droit fil de la dynamique qu'il a lui-même amorcée avec notamment, on s'en souvient, on est plusieurs à s'en souvenir, l'organisation en 2006 du colloque de Nice dédié à l'ethnomusicologie de la France. Le séminaire souhaite ainsi contribuer à cette dynamique en abordant pour cette première édition les processus de transmission des musiques et danses, des musiques traditionnelles. Transmission qui, si elle est pour suivre David Berliner, un impensé de la discipline anthropologique, est pourtant au cœur des préoccupations explicites ou implicites des acteurs des musiques traditionnelles. Ce domaine connaît en effet une prolifération d'entreprises et de dispositifs de tous ordres, qu'ils soient associatifs subventionnés, publics, ou qu'il s'agisse de rassemblements festifs, d'organisations locales, d'une sociabilité musicienne, etc. Or, mieux connaître ces processus de transmission, passés et présents, c'est mieux se projeter dans l'avenir. C'est autant là l'intérêt des politiques publiques que des acteurs de la musique de tous ordres. Les approches anthropologiques, historiques, voire musicologiques peuvent et doivent y apporter leur pierre. La question de la transmission est d'ailleurs bel et bien dans l'air du temps. En témoignent les diverses rencontres qui, de Brest à Constantine, en Algérie, s'attacheront à ce sujet dans les prochaines semaines et mois, chacune à sa manière, ce qui ne peut que nous enrichir mutuellement. C'est cette perspective qui a guidé le rapprochement entre l'Inoc-Aquitaine et le Centre d'études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes, qui souhaitait aussi consacrer un temps à cette question. Et je tiens à remercier très sincèrement Jean-Jacques Decreux, directeur du CESMD, pour l'accueil qu'il a bien voulu réserver à cette idée, comme pour son amicale présence aujourd'hui. Remercier bien entendu Marlène Belly, qui a été la cheville ouvrière de cette collaboration, qui permet notamment la présence aujourd'hui des étudiants en musique traditionnelle du CESMD. Dynamique ethnomusicologique et perspective de la future grande région, hein, ça arrive à grands pas. Françoise Été, qui communiquera tout à l'heure, est également accompagnée des étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, qu'ils soient donc les très bienvenus. Bienvenue encore à tous les étudiants et enseignants du très proche ou du plus proche, du pôle supérieur de Bordeaux, des conservatoires de Pau et de Tarbes, des Ménestres Gascous, que j'ai vu tout à l'heure, bienvenue aux doctorants du laboratoire ITEM de l'UPPA, aux agrégatifs, ils sont là, de l'Université de Toulouse. Je salue aussi Maëlys Bonnecaz, qui est directrice du Conservatoire occitan de Toulouse, qui a fait le déplacement. Et à vous tous, enfin, musiciens, amix cantaires, qui nous faites le plaisir d'être présents aujourd'hui. Keb desilia tuts, u herbu seminari.
Merci Jean-Jacques. Merci à l'Institut Occitan de l'organisation de ce séminaire, du succès de cette organisation, parce que l'assistance aujourd'hui est très nombreuse. Je suis très touché de voir autant d'étudiants aujourd'hui, en 11 novembre. C'est assez remarquable. Il faudrait peut-être que vous me disiez comment vous faites. Pour l'Université de Nice, ça pourrait peut-être m'intéresser. Ce premier séminaire annuel d'ethnomusicologie de la France donc, est organisé en partenariat avec le CIRIEF, dont Jean-Jacques vous a dévoilé dans son intégralité, a développé l'acronyme tout à l'heure. Oui, Société savante sur la promotion de l'ethnomusicologie de la France. Nos actions sont essentiellement de deux types, la recherche et la valorisation des travaux scientifiques. Pour cela, nous organisons de temps à autre des colloques ou des journées d'études. Et puis, nous avons aussi une collection éditoriale à l'Harmattan qui est essentiellement destinée jusqu'ici à valoriser des travaux sur le domaine français, mais qui s'ouvre maintenant de plus en plus aux autres domaines. Donc, c'est tout naturellement que le CIRIEF s'est associé à la préparation de ce séminaire, qui, de fait, sera aussi l'un de nos séminaires annuels, nous, au CIRIEF. L'année dernière, les journées d'études du CIRIEF avaient été organisées à Toulouse, à l'université, par notre ami Jean-Christophe Maillard, que je pense beaucoup d'entre vous connaissez, et qui nous a brutalement quittés en début d'été. On a appris cette nouvelle avec une immense tristesse, ça a laissé un très grand vide parmi nous. Jean-Christophe Maillard était maître de conférence en ethnomusicologie à l'université de Toulouse. C'était un ami, c'était un musicien, c'était un chercheur. C'est quelqu'un qui était à la croisée des musiques populaires et des musiques savantes, ardent défenseur de la musette de cour, mais praticien et très bon connaisseur des musiques bretonnes. Et je pense que tout le monde s'accordera avec moi pour lui dédier ce séminaire annuel et ces 2 jours. Je vous remercie. Suite à ce premier séminaire qui commence, un second temps sera organisé à Poitiers par le CESMD, le Centre d'études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes, dont je suis le co-directeur, très probablement en lien avec l'université de Poitiers. Ce deuxième événement aura lieu les 2 et 3 mai prochains, 2016. Au moment, ça a été évoqué à l'instant, au moment où se met en place la nouvelle grande région qui va rassembler celle du Limousin, du Poitou-Charentes et d'Aquitaine, c'est vrai que pour le CESMD, c'est une occasion, occurrence, on va dire, particulièrement importante et bienvenue pour commencer ce travail croisé avec l'INOC Aquitaine, parce qu'effectivement, demain, les opportunités de travailler ensemble auront d'autant plus de sens, je dirais. C'est aussi dans cette dynamique nourrie par les travaux du CIRIEF qu'aura lieu ce deuxième temps qui sera organisé à Poitiers très prochainement. Cette question, le thème de travail des 2 et 3 mai à Poitiers sera le même que celle de ces 2 journées, c'est-à-dire les processus de transmission des musiques traditionnelles en France. Simplement, on peut penser qu'il va être essentiellement abordé du point de vue de l'ethnomusicologie pendant ces 2 premières journées. C'est du point de vue de la pédagogie que ce même sujet sera orienté, traité, réfléchi au printemps prochain à Poitiers. Le Centre d'études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes, dès 2008, le moment où le ministère de la Culture a mis en place la réforme de l'enseignement supérieur du spectacle vivant, le CESMD donc s'est positionné en même temps que le pôle supérieur de Bretagne Pays de Loire pour mettre en place ce nouveau diplôme de musicien-interprète qu'est le diplôme national supérieur professionnel, prononcé DNSP, M, ajouté M pour musicien. Et donc, comme le CESMD s'est positionné dès le départ pour les musiques traditionnelles, ces questions de la transmission d'une façon générale
au niveau de l'enseignement supérieur, mais spécifiquement concernant les musiques traditionnelles, c'est évidemment posé, et c'est la raison principale, je dirais, pour laquelle ce sujet nous intéresse au plus haut point, la raison pour laquelle j'ai eu le plaisir ce matin de conduire tous nos étudiants du domaine des musiques traditionnelles pour participer à ces 2 journées. Je vais être très bref. Pour terminer, c'est au mois de janvier que le CESMD, et comme je le disais, probablement l'Université de Poitiers, fera un appel à communication pour nourrir cette deuxième mi-temps de ce séminaire. Je remercie notamment Marlène Belly, qui est la coordinatrice de ce domaine des musiques traditionnelles au CESMD, pour le travail qu'elle a déjà commencé à faire et qu'elle va continuer, bien sûr, pour l'organisation de ces 2e journées. Et puis, enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Jacques Casteret et l'INOC pour avoir associé le CESMD à cette co-construction de ces 2 fois 2 journées. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sans plus tarder, je vais à mon tour remercier Jean-Jacques Casteret, parce que c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui parmi vous, avec beaucoup de plaisir, en ce 11 novembre, parce que souvent je passe des 11 novembre un petit peu ennuyeux et en petit cercle, disons, de famille ou de connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes très nombreux dans cette salle. Alors, je suis impressionné aussi, comme Luc-Charles Dominique, de voir une assistance aussi fournie, aussi nourrie en un jour férié, et aussi une assistance, je dois le dire, aussi jeune, aussi juvénile. C'est un double plaisir pour moi de voir autant de monde dans la salle et de voir aussi autant de jeunes étudiants dans cette salle pour participer, et pas seulement pour assister, à ce premier séminaire annuel en ethnomusicologie de la France, que l'INOC, l'Institut Occitan, organise donc avec le CIRIEF et avec le CSMD, ce qui est un bel exemple déjà de partenariat pour une rencontre qui affiche dans son titre son ambition d'être la première d'une longue série, sans doute, et de rencontres qui se veulent annuelles, c'est-à-dire avec un rythme quand même régulier, assez soutenu. Alors, cela apparaît en tout petit sur la page de titre, mais si vous regardez le logo de l'INOC, vous verrez qu'il apparaît comme opérateur régional, et puis en dessous, vous verrez ce mot curieux et un petit peu daté, qui est le terme ethnopôle. Alors, peut-être à l'usage de ceux qui ont moins de 20 ans, ou un tout petit peu plus ici, je rappellerai que dans les années 1990, le terme pôle en France était volontiers synonyme de modernité administrative et managériale, et que donc beaucoup de choses ont été mises à la sauce pôle dans tous les domaines. En l'occurrence, au sein de la mission du patrimoine ethnologique que dirigeait à cette époque-là mon confrère Gérard Hermis, s'est fait jour l'idée, au milieu de la décennie, de doubler l'organisation de l'ethnologie française en région, qui était à l'époque principalement organisée autour de l'existence de conseillers pour l'ethnologie dans les DRAC. On est arrivé au milieu des années 90 à peu près à un conseiller pour l'ethnologie dans une DRAC sur 2, en fait, de doubler cette organisation administrative d'un maillage territorial d'acteurs culturels en région, qui pourrait développer des actions scientifiques et culturelles dans le domaine de l'ethnologie de la France. Et c'est dans ce contexte qu'est né le projet Ethnopôle, qui a donc été pensé par Gérard Hermis, et le nom, je crois, d'Ethnopôle a été trouvé par un de nos collègues, alors conseiller à la DRAC Languedoc-Roussillon, Christian Jacquelin, qui a trouvé qu'il était à la mode. Qu'est-ce qu'un ethnopôle ? Eh bien, si on fait référence au rapport remis en 1999 à la mission du patrimoine ethnologique par Françoise Zonaben et 2 autres collègues du Conseil du patrimoine ethnologique,
C'est une structure, ne nous mouillons pas en termes de désignation administrative, c'est assez souple, c'est assez ouvert, qui conduit tout à la fois sur un territoire des opérations d'action culturelle, de démarches en direction du public, de vulgarisation scientifique de haut niveau, de rencontres du public, et des actions également scientifiques, dans un domaine particulier, cette fois-ci, toujours ancré sur ce territoire, mais en ayant également la volonté d'en dépasser ou d'en repousser toujours un petit peu les limites. Et donc les lieux qui ont obtenu ce label à l'époque avaient déjà cette double identité finalement, d'être très ancrés localement, d'être des acteurs reconnus localement, et également reconnus par les services déconcentrés du ministère de la Culture comme des relais de son action sur le territoire, et aussi cette volonté, de par la composante scientifique de leurs équipes, de développer des actions de recherche dans un cadre, disons, plus déterritorialisé, ou en tout cas au moins à l'échelle du territoire national. Il y a d'abord eu 4 ethnopôles, puis 3, puis 2, puis je me suis fait vraiment du souci pour eux, d'autant plus que je dois bien reconnaître que la direction de l'architecture et du patrimoine, au milieu des années 2000, quand je suis arrivé à la mission du patrimoine ethnologique, ne croyait pas, ou plus exactement n'avait jamais cru en l'existence de cette appellation. Et puis je suis heureux qu'aujourd'hui il y ait 6 ethnopôles et d'autres projets en cours, des projets, je le sais, ici dans la région au Pays Basque, mais des projets également qui avancent, je crois, dans la région Rhône-Alpes, ou en tout cas dans la future région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors juste 2 ou 3 exemples pour mettre un petit peu en perspective le thème de la rencontre d'aujourd'hui avec ce qui peut se faire ailleurs. Toujours dans le territoire de la Grande Occitanie, mais cette fois-ci non plus du côté gascon, mais du côté languedocien, à Carcassonne, le Garaë, depuis plus de 30 ans actif dans le domaine de l'histoire de l'ethnologie et de l'histoire du folklore, avec qui nous avons des relations très suivies. Et également dans le domaine provençal, cette fois-ci, et je me limiterai à la zone sud du pays, le musée conservatoire de Salagon, qui est un musée de société de la Provence alpine, mais qui est également, et depuis très longtemps, depuis les origines de la politique de l'ethnologie à la direction du patrimoine dans les années 1980, un lieu de recherche et un lieu de rencontre dans le domaine de l'ethnobotanique, du domaine français puis du domaine européen. C'est vrai que quand on a envisagé dans le cadre de la labellisation de l'INOC comme ethnopôle la composante scientifique à caractère national, voire international, on a pensé à cette question de l'ethnomusicologie et à travers l'idée des rencontres, c'est vrai que j'ai fait assez naturellement le parallèle avec Salagon. À Salagon, depuis maintenant plus de 12 ans, ou 14 ans même je crois, tous les ans au mois d'octobre, se tient un séminaire d'ethnobotanique du domaine européen. Je m'y suis rendu il y a 3 semaines, c'était au milieu du mois d'octobre. Il y a plus de 100 personnes qui, tous les ans, viennent d'un petit peu partout dans le pays et même au-delà des frontières pour entendre parler. C'était le thème de cette année, en l'occurrence, était la question des plantes et de la morale, autour de l'intégrité de la plante, de la greffe, jusqu'aux OGM. Et les débats sont toujours passionnés parce qu'on retrouve à la fois la qualité scientifique et aussi, et je crois qu'elle est présente également ici, cette double composante, la passion des acteurs. C'est-à-dire que ce peut être un lieu où la qualité des échanges scientifiques, le niveau des débats académiques croisent toujours, ou en tout cas très souvent pour ceux qui sont dans la salle et qui participent à ces rencontres, une implication personnelle et souvent une pratique personnelle dans un domaine. Alors, je ne sais pas si la recette est exportable ou multipliable à l'infini, et je pense aussi qu'en chaque lieu, en fonction des personnes et en fonction des domaines, celle-ci doit être accommodée, doit être appropriée d'une manière particulière. Mais je pense que nous avons ici, et encore une fois le nombre, la quantité
et l'enthousiasme qu'on sent déjà dans la salle le laisse deviner, je pense qu'on pourra avoir quelque chose, sinon de comparable, sinon de semblable, du moins également de très bien, de très intéressant. Cette première rencontre, aujourd'hui, elle porte sur la question des processus de transmission. Pour moi, cela rejoint une préoccupation, ou plutôt un objet de travail qui ne figure pas sur la page initiale, même pas en tout petit, qui est la question du patrimoine culturel immatériel. Le service dont je m'occupe depuis 10 ans est en charge de la mise en œuvre de cette convention en France. Cette convention a suscité à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attentes, parfois malheureusement des attentes qui ont été déçues, beaucoup de questions, beaucoup de réticences aussi, notamment dans le milieu des ethnologues et des anthropologues. De mon point de vue, et depuis 10 ans, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai toujours essayé de travailler sur la compatibilité de l'ethnologie et du patrimoine. Je crois que c'est ce qui avait été posé en 1980, lorsqu'a été instituée au ministère de la Culture une mission du patrimoine ethnologique, dans un contexte institutionnel et intellectuel qui était beaucoup plus ouvert, certainement, qu'il ne l'a été par la suite. Le fait est que, notamment à partir de 1990 et de la création d'une école puis d'un institut national du patrimoine, la formation des cadres supérieurs du patrimoine s'est toujours plus restreinte sur un certain nombre de domaines relevant strictement des biens meubles ou immeubles, et de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le patrimoine matériel par opposition au patrimoine immatériel, et que cette relation initialement forte entre l'ethnologie et les politiques patrimoniales n'a pas ou plus été cultivée, des deux côtés, je dirais, car dans une forme de divorce, on est toujours deux, finalement, à diverger. La question nous est revenue de l'extérieur, en 2006, à travers la convention de l'UNESCO, une convention qui pose certes le primat des acteurs et le rôle essentiel des communautés dans le développement et dans la sauvegarde, terme bien flou et qu'on peut interpréter de multiples manières, de ce patrimoine. Mais cette convention pose aussi l'existence de l'identification, de la documentation et de la recherche scientifique comme étant une des modalités de cette sauvegarde, et, plus intéressant peut-être pour les échanges aujourd'hui, elle pose également la question de la transmission de ce patrimoine comme étant un des éléments forts de cette sauvegarde. Par recherche, j'entendrai ici aussi bien une recherche documentaire sur les objets mêmes du patrimoine immatériel qu'une recherche réflexive et critique sur les processus de transmission et de patrimonialisation eux-mêmes. Les deux, à mon sens, ne devant jamais être dissociés. Donc, d'une certaine manière, et sans que le mot soit cité, pour moi en tout cas, une rencontre telle que celle-ci s'inscrit de plein droit et en pleine légitimité dans cette recherche de compatibilité entre les politiques de l'ethnologie et les politiques du patrimoine. C'est du reste, à mon sens encore, ce qui, au-delà de la question de cette rencontre, a été tenté et travaillé avec succès depuis maintenant un certain nombre d'années dans cette région, en Aquitaine, grâce à quelqu'un que je veux saluer ici, bien qu'il ne soit pas présent, mon collègue Jean-François Sibers de la DRAC. Grâce à l'INOC, grâce à un acteur culturel, grâce à un opérateur régional, et également grâce à une université, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avec laquelle, et en partenariat avec l'INOC, nous avons depuis plusieurs années maintenant organisé des colloques, conduit des opérations de recherche scientifique, des travaux d'inventaire sur le patrimoine culturel immatériel. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, d'autant plus que je vais rester à la tribune pour accompagner un petit peu la première séance. Mais je vous souhaite de bons et fructueux travaux au cours de ces 2 jours. Je ne pourrai pas être parmi vous demain. J'espère effectivement que ce premier séminaire sera suivi de beaucoup d'autres. Nous nous y emploierons. Et j'espère aussi que la diffusion la plus large pourra être donnée aux communications qui se tiendront au cours de ces 2 jours.
de telle sorte que ce que vous allez partager puisse ensuite être approprié par d'autres, par ceux qui n'ont pas la chance d'être parmi nous aujourd'hui dans ce beau lieu et par cette belle journée, même si nous allons la passer loin de la lumière du jour.